Bonjour et bienvenue à cette nouvelle séance de cours d'algèbre bilinéaire dédiée aux projections orthogonales. Nous allons commencer par un rappel rapide sur les projecteurs dans un espace vectoriel, pour ensuite définir la notion de projection orthogonale, et ensuite nous étudierons les principales propriétés des projections orthogonales, pour terminer enfin par les problèmes de minimisation et en particulier par l'étude du problème des moindres carrés. Je vous souhaite une bonne séance. Commençons tout d'abord par quelques rappels sur les projecteurs. On considère donc un espace vectoriel E de dimension finie, ainsi que F et G, deux sous-espaces vectoriels de E supplémentaires. Je rappelle tout d'abord que dire que F et G sont supplémentaires dans E signifie que quel que soit X dans E, il existe un unique vecteur XF appartenant à grand F et un unique vecteur XG appartenant à grand G, tel que X soit égal à XF plus XG. Dans ces conditions, l'application P qui à X associe XF est une application de E dans E, appelée projecteur de E sur F parallèlement à G. Ainsi, si P est le projecteur sur F parallèlement à G, alors, pour tout X appartenant à E et pour tout Y appartenant à E, Y sera égal à P de X, si et seulement si Y appartient à F d'une part et X moins Y appartient à G. Autrement dit, avec l'énonciation précédente, si Y est égal à XF et si X moins Y est égal à XG. Quelques rappels complémentaires. Si P est le projecteur de E sur F parallèlement à G, alors on sait que grand F est égal à l'image de P qui est aussi égale au noyau de P moins l'identité. On sait également que grand G est égal au noyau de P. Et on sait enfin, puisque F et G sont supplémentaires dans E, que le noyau et l'image de P sont supplémentaires dans E. Maintenant ces rappels effectués, il est temps d'aborder la notion de projection orthogonale. Donc pour cela, on considère un espace euclidien E et F un sous-espace vectoriel de E. Je rappelle que E étant un espace euclidien, il est de dimension finie, et donc que l'orthogonale de F est supplémentaire de F dans E. On appelle alors projection orthogonale sur F la projection P indice F sur F parallèlement à F orthogonale. Ainsi, pour tout X appartenant à E et pour tout Y appartenant à E, dire que Y est égal à PF de X équivaut à dire que Y appartient à grand F et que X moins Y appartient à l'orthogonale de F. Autrement dit, avec les notations du rappel précédent, la projection PF est la projection sur F parallèlement à grand G, où on a posé grand G égale orthogonale de F, d'où le fait qu'on n'a pas nécessairement besoin de préciser la direction. Abordons maintenant quelques résultats fondamentaux sur les projections orthogonales, et tout d'abord, si P est un endomorphisme de E, alors P est une projection orthogonale si et seulement si P au carré égale P et car P orthogonale à IMP. Nous proposons de démontrer ce résultat. Comme il s'agit de démontrer une équivalence, nous allons procéder par double implication. Commençons tout d'abord par supposer que P soit une projection orthogonale. Alors d'une part, par définition, P est un projecteur, donc on sait que P carré est égal à P. Il s'agit maintenant de démontrer que car P et IMP sont orthogonaux. Or, puisque P est un projecteur, c'est un projecteur sur grand F égale IMP parallèlement à grand G égale car P. Et puisqu'on a supposé que c'était un projecteur orthogonal, nécessairement, grand G est égal à F orthogonal, ce qui implique que car P est orthogonal à IMP. Réciproquement, supposons que P au carré soit égal à P et que car P soit orthogonal à IMP, et démontrons que P est une projection orthogonale. Puisque P au carré est égal à P, P est un projecteur. Par conséquent, nous savons déjà que le noyau de P et l'image de P sont supplémentaires dans E. Et de plus, nous avons supposé que car P et IMP étaient orthogonaux, ce qui implique que l'image de P est le supplémentaire orthogonal du noyau de P, c'est-à-dire que G est le supplémentaire orthogonal de F. Par conséquent, P est une projection orthogonale. On retiendra donc qu'un projecteur est un projecteur orthogonal si et seulement si son noyau et son image sont orthogonaux. Enchaînons maintenant sur un deuxième théorème important. On considère un sous-espace vectoriel grand F de E, on suppose qu'il est de dimension K non nulle, et on considère une base orthonormale U1U de UK de grand F. Si PF est la projection orthogonale de E sur F, alors PF de X est toujours égal à la somme pour I allant de 1 à K des X scalaires UI fois UI. Autrement dit, si on connaît une base orthonormale de F, alors il sera relativement simple de calculer le projeté orthogonal de n'importe quel vecteur de E. Démontrons ce résultat.
Et considérons pour cela un vecteur x de E. Puisque la famille UI est une base orthonormale de f, et puisque par définition Pf de x appartient à grand F, on sait déjà que Pf de x est égal à la somme des Pf de x scalaire UI fois UI, d'après le cours sur la décomposition d'un vecteur dans une base orthonormale, ici d'un vecteur de f dans une base orthonormale de f. Nous cherchons à démontrer que cette somme est égale à la même somme avec le produit scalaire de x avec UI au lieu du produit scalaire de Pf de x avec UI. Donc faisons apparaître le x recherché en ajoutant et en retranchant x. Pf de x est donc égal à la somme des Pf de x moins x plus x scalaire UI fois UI. Et par bilinéarité du produit scalaire, on peut développer et obtenir la somme des Pf de x moins x scalaire UI fois UI plus la somme des x scalaire UI fois UI. On reconnaît dans la deuxième somme le résultat attendu, donc intéressons-nous maintenant à la deuxième somme, et plus précisément, montrons qu'elle est nulle. Comme elle fait intervenir des produits scalaires, on peut se douter que c'est ici que la notion d'orthogonalité du projecteur va intervenir. Or, PF est un projecteur orthogonal, donc on sait que PF de x moins x appartient à f orthogonal d'après la définition. Ce qui implique, puisque U1, U2, UK appartiennent tous à grand F, que les produits scalaires de Pf de x moins x avec UI sont tous nuls. Et donc, que Pf de x est finalement égal à la somme pour i allant de 1 à k des x scalaire UI fois UI, ce qui est exactement le résultat attendu. Donc retenez bien que quand on dispose d'une base orthonormale de grand F, alors on sait écrire le projeté orthogonal de n'importe quel vecteur dans cette base orthonormale. Dans le théorème suivant, nous allons faire le lien avec le chapitre précédent où nous avons parlé d'endomorphisme symétrique. On considère un projecteur P. P est un projecteur orthogonal si et seulement si c'est un endomorphisme symétrique. Donc on retiendra que un projecteur est orthogonal si et seulement si il est aussi symétrique. Démontrons ce théorème. Encore une fois, puisqu'il s'agit de démontrer une équivalence, nous allons procéder par double implication. Supposons tout d'abord que P soit la projection orthogonale sur grand F, et démontrons que P est un endomorphisme symétrique. Nous savons déjà, puisque c'est un projecteur, que c'est un endomorphisme de E. Et nous allons maintenant nous intéresser au produit scalaire de P de x avec Y. Comme à peu près toujours avec les projecteurs, quand on a un vecteur Y de E, il est intéressant de l'écrire comme somme d'un vecteur de F et d'un vecteur de F orthogonal. Autrement dit, d'écrire Y sous la forme Y moins P de Y plus P de Y, pour ensuite utiliser la bilinéarité du produit scalaire et dire que P de x scalaire Y est égal à P de x scalaire Y moins P de Y plus P de x scalaire P de Y. Enfin, on sait que P est une projection orthogonale sur F, donc P de x d'une part appartient à grand F, et d'autre part, Y moins P de Y appartient à l'orthogonale de F, ce qui assure que le premier produit scalaire, P de x scalaire Y moins P de Y, est égal à 0, et donc que P de x scalaire Y est égal à P de x scalaire P de Y. Rappelons qu'on voulait démontrer que P est un endomorphisme symétrique, c'est-à-dire démontrer que x et y jouent un rôle symétrique dans l'écriture de P de x scalaire Y. Ce qui est exactement ce que nous avons trouvé ici, puisque P de x scalaire P de Y est aussi égal à P de y scalaire P de x, donc x et y jouent des rôles symétriques, et nécessairement P de x scalaire Y est égal à x scalaire P de y, ce qui assure que P est un endomorphisme symétrique de E. On retiendra donc en particulier, puisqu'un projecteur orthogonal est un endomorphisme symétrique, que sa matrice représentative dans une base orthonormale sera toujours une matrice symétrique réelle. Réciproquement, supposons que P soit un endomorphisme symétrique, c'est-à-dire que, quel que soit x, y, P de x scalaire y soit égal à x scalaire P de y, et démontrons que P est un projecteur orthogonal. Je rappelle que nous savons déjà que P est un projecteur, donc d'après le théorème précédent, il s'agit de démontrer que le noyau et l'image de P sont orthogonaux. On considère donc un vecteur x appartenant au noyau de P, un vecteur z appartenant à l'image de P, et nous allons démontrer que le produit scalaire de x avec z est égal à 0. Or, z appartenant à l'image de P, il existe un vecteur y appartenant à E tel que P de y soit égal à z. Et alors, puisque P est un endomorphisme symétrique, le produit scalaire de x avec y est égal au produit scalaire de x avec P de z dans un premier temps, puis dans un deuxième temps par symétrie de P est égal à P de x scalaire z. Or, x appartient au noyau de P, donc P de x est égal à 0, et le produit scalaire est donc égal à 0.
Ainsi, tout vecteur du noyau de P est orthogonal à tout vecteur de l'image de P, ce qui assure que le noyau de P est orthogonal à l'image de P, et donc que P est un projecteur orthogonal. Retenir l'intérêt majeur de cette preuve, c'est que quand on dispose d'un projecteur et qu'on cherche à démontrer que c'est un projecteur orthogonal, il suffit de démontrer que son noyau et son image sont orthogonaux, ou alors que c'est un endomorphisme symétrique. Terminons cette partie du cours par l'étude du problème des moindres carrés. Et tout d'abord, un premier théorème, dit théorème de minimisation. On considère un sous-espace vectoriel grand F de E et X un élément de E. Alors, l'application qui à Z associe la norme de Z moins X admet un minimum sur F, atteint uniquement en PF de X. Autrement dit, la norme de PF de X moins X est toujours plus petite que la norme de Z moins X quand Z appartient à grand F, d'une part. Et d'autre part, s'il y a égalité, nécessairement, Z est égal à PF de X. On dit aussi que PF de X est la meilleure approximation de Z dans F. Démontrons ce résultat. On considère pour cela un élément Z de F. Et puisqu'on cherche à minorer la norme de Z moins X par la norme de PF de X moins X, nous allons faire apparaître PF de X en écrivant Z moins X sous la forme Z moins PF de X plus PF de X moins X. Je rappelle que quand on travaille sur des normes, il est souvent intéressant de les élever au carré parce qu'on a plus de propriétés à utiliser. Or ici, PF est la projection orthogonale sur F, donc PF de X appartient à F, et donc comme F est un sous-espace vectoriel de E contenant également Z, Z moins PF de X appartient à grand F. Et d'autre part, toujours parce que PF est un projecteur orthogonal, PF de X moins X appartient à F orthogonal. Donc on peut appliquer le théorème de Pythagore et dire que la norme de Z moins X au carré est égale à la norme de Z moins PF de X au carré plus la norme de PF de X moins X au carré. Et par conséquent, un carré étant toujours positif, norme de Z moins X au carré est supérieure ou égale à norme de PF de X moins X au carré. Ce qui permet de conclure que norme de Z moins X est supérieure ou égale à norme de PF de X moins X, puisque la fonction qui a t associée racine de t est croissante sur R+, et qu'une norme est toujours positive. Nous avons déjà démontré que PF de X moins X minore l'application qui a Z associe norme de Z moins X, autrement dit que cette application admet bien un minimum atteint en PF de X. Il nous reste à démontrer la deuxième partie du théorème, c'est-à-dire à établir que PF de X est l'unique vecteur de F réalisant le minimum. Mais toujours d'après l'égalité obtenue avec le théorème de Pythagore, l'égalité norme de Z moins X au carré égale norme de PF de X moins X au carré ne sera vraie que si la norme de Z moins PF de X au carré est égale à 0, c'est-à-dire si Z moins PF de X est égal à 0, et donc si Z est égal à PF de X. Par conséquent, PF de X est l'unique vecteur minimisant la norme de Z moins X. Nous allons maintenant appliquer ce théorème à l'étude du problème des moindres carrés. Faisons tout d'abord un rapide rappel sur ce qu'est le problème des moindres carrés. On considère pour cela une série statistique double xi, yi. Il peut arriver qu'on s'intéresse aux liens entre les séries xi et yi. Par exemple, x pourrait représenter le prix d'un objet un certain mois et yi le nombre d'exemplaires vendus lors de ce mois. Et on pourrait s'intéresser aux liens qui existent entre le prix de vente et le volume des ventes. Pour se faire une idée, on peut représenter graphiquement la série par un nuage de points. Et il arrive que les points du nuage semblent alignés, ou du moins pas très éloignés d'une même droite, indiquant une certaine forme de corrélation linéaire entre x et y. Par exemple, on voit ici la représentation graphique d'un nuage de points dont les points peuvent être vus comme relativement proches d'une certaine droite. Et donc il peut être intéressant de pouvoir trouver l'équation de cette droite, c'est-à-dire en notant y égale x plus b, de trouver la valeur du a et du b, pour lesquelles les distances valeur absolue de yi moins axi moins b sont les plus faibles possibles. La méthode des moindres carrés est une méthode permettant de déterminer l'équation d'une droite d'équation y égale à x plus b, appelée droite de régression linéaire au sens des moindres carrés, minimisant la somme de i égale 1 à n des yi moins axi moins b au carré. Alors la raison pour laquelle on a mis des carrés plutôt que d'étudier la valeur absolue, c'est comme très souvent dans ces situations-là, pour simplifier les calculs, c'est-à-dire qu'il est toujours plus facile de travailler avec des carrés que de travailler avec des valeurs absolues, notamment parce que cela permet d'utiliser les identités remarquables et facilite donc les calculs.
On peut remarquer que déterminer A et B minimisant cette somme revient à déterminer A et B minimisant la norme de B moins AX, où l'on a noté B la colonne Y1, Y2, Yn, et A la matrice dont la première colonne est la colonne X1, Xn, et la deuxième n'est constituée que de 1, et enfin grand X égale AB. Il suffit de calculer B moins AX et plus précisément sa norme pour s'en rendre compte. On en vient donc au résultat qui nous intéresse ici. On considère une matrice A de MNP de R et B un élément de Mn1 de R. On suppose que A est de rang P. Alors, l'application qui a X associe norme de AX moins B admet un minimum sur MP1 de R, atteint en un unique vecteur X0 de MP1 de R, qui est solution de l'équation transposée de A X0 égale transposée de A fois B. Autrement dit, norme de AX0 moins B est le minimum de la norme de AX moins B si et seulement si X0 est égal à transposé de AA moins 1 fois transposé de A fois B. Il s'agit ici d'un résultat fondamental de ce cours, mais ce résultat a priori n'est pas exigible des candidats, et donc par conséquent, je vous invite d'une part à le connaître parce que vous en aurez besoin dans de nombreuses situations, mais surtout à bien travailler la preuve parce qu'il est fort vraisemblable qu'en cas d'utilité, on vous fasse redémontrer. Donc pour cela, on note tout d'abord E égale MP1 de R, grand F, l'ensemble des AX pour X appartenant à grand E, ce qu'on pourrait appeler l'image de grand A. On peut remarquer que l'application qui a X associe norme de AX moins B admet un minimum sur E atteint en X1, si et seulement si l'application qui a Y associe Y moins B admet un minimum sur grand F atteint en AX1. On a juste posé grand Y égale AX. Or, grand F étant un sous-espace vectoriel de E, on sait que l'application qui a Y associe norme de Y moins B admet effectivement un minimum sur grand F atteint en Y1, où Y1 est le projeté orthogonal de B sur grand F. C'est le résultat du théorème précédent. Donc il s'agit maintenant de savoir si ce projecteur Y1, si ce projeté Y1 de B sur grand F peut s'écrire Maintenant, on sait que ce projeté Y1 de B sur grand F peut nécessairement s'écrire sous la forme AX puisqu'il appartient à grand F. La question qui se pose, c'est est-ce qu'il existe plusieurs vecteurs grand X de E pour lesquels AX est égal à Y1? Or, on sait que A est une matrice de rang P, puisque A comporte P colonnes, cela implique que les colonnes de A forment une famille libre, et donc que l'application F qui a X associé à X est une application linéaire injective de E dans l'image de F. Or, par construction, une application de E dans l'image de F est toujours surjective, donc F est un isomorphisme de E sur grand F, et il existe ainsi un unique vecteur X0 de E, tel que AX0 égale Y1. Donc on a déjà démontré la première partie du théorème, à savoir que l'application qui a X associe norme de AX moins B admet bien un minimum atteint en un unique point. Il s'agit maintenant de démontrer que ce point X0 est transposé de AA-1 fois transposé de A fois B. Or, je rappelle que par définition, on sait que AX0 est le projeté orthogonal de B sur F, puisque AX0 était égal à Y1, c'est-à-dire que AX0 appartient à grand F, et que AX0 moins B appartient à l'orthogonale de grand F. Si on note A1, A2, AP les colonnes de la matrice A, on sait alors que la famille A1, A2, AP est une famille génératrice de grand F, et donc que AX0 moins B appartient à l'orthogonale de F, si et seulement si il est orthogonal à tous les vecteurs AI. Autrement dit, si et seulement si, quel que soit I appartenant à 1P, transposé de AI fois AX0 moins B est égal à 0. De plus, par définition du produit matriciel, puisque transposé de AI est la IM ligne de la matrice transposée de A, on sait que transposé de AI fois AX0 moins B est la IM ligne de transposé de A fois AX0 moins B. Donc on en déduit que AX0 moins B appartient à l'orthogonale de F, si et seulement si la matrice transposée de A fois AX0 moins B est égale à 0, c'est-à-dire si et seulement si, en développant transposé de A fois X0 moins transposé de AB est égal à 0. Autrement dit, si et seulement si, transposé de A fois X0 est égal à transposé de A fois B.
On a maintenant démontré la deuxième partie du théorème. Il nous reste enfin à démontrer que la matrice transposée de A fois A est une matrice inversible pour en déduire la valeur de x0. On pourrait pour cela se souvenir qu'on a vu précédemment qu'il y a unicité de la matrice x0 réalisant le minimum. Autrement dit, il y avait unicité de la matrice x0 dans grand F, telle que ax0-b appartient à l'orthogonale de f. Par conséquent, puisque ici x0 est une solution d'un système linéaire, cela garantit que le système linéaire est un système de Cramer, et donc que la matrice transposée de A fois A est une matrice inversible. Cependant, on peut aussi chercher à le démontrer, et remarquer que transposée de A fois A est bien une matrice carrée d'ordre P, et que, quel que soit x appartenant à MP1 de R, transposée de A à x égale 0, implique que transposée de x transposée de A à x est égal à 0, on a multiplié par transposée de x à gauche, ce qui implique, d'après les propriétés de la transposition, que transposée de AX fois AX est égal à 0. Et puisque AX est une matrice colonne, on en déduit que transposée de A fois X égale 0 implique que norme de AX carré égale 0, c'est-à-dire que norme de AX est égale à 0. Et puisque A est une matrice de rang maximal, cette égalité implique que X est égal à 0, et donc que la matrice transposée de A fois A est inversible, ce qui nous permet de conclure. Nous en avons terminé avec cette partie du cours qui, je le souhaite, vous aura été utile. Et comme toujours, je vous invite à approfondir vos connaissances avec les documents de cours mis à disposition dans la suite de cette leçon. Je vous dis donc au revoir et j'espère à très bientôt.